Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT. Voici les titres de ce mercredi 20 décembre. À l'approche de l'hiver, les microbes sont de retour. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est par exemple la première touchée par l'épidémie de grippe. Nous ferons le point dans un instant avec le médecin généraliste Thomas Kilian. Des protections périodiques mises à disposition gratuitement et en libre service dans certains collèges et lycées de Monaco. L'opération baptisée Monarègle est le fruit de l'action menée par l'association Chicanican pour briser le tabou autour des règles. Nous prendrons de la hauteur ce soir, découvrir le livre d'Édouard Salmon. Ce photographe propose une vision du sport différente dans son livre Le sport vu du ciel aux éditions Amphora. Et il sera notre invité dans ce JT. Votre rubrique Ceux qui font Monaco mettra en lumière un établissement mythique de la Principauté, le Quai des Artistes. Puis à la fin de ce journal, une équipe de Monaco Info assiste à la Générale des Ballets de Monte-Carlo qui présente à partir de ce mercredi un spectacle qui s'inscrit dans l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Voilà pour les titres de ce journal. Avant de les développer, regardons ensemble ces images tournées ce mercredi après-midi sur le Rocher. C'est emmené par le Père Noël que les enfants monégasques ont participé à l'arbre de Noël du Palais Princier, un moment féerique pour beaucoup d'entre eux, avec à la clé des cadeaux et des friandises remises par leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène, mais aussi par les enfants de la Princesse Stéphanie, Camille Gottlieb et Louis Ducruet. Tout était réuni pour passer un très bon moment à l'approche des fêtes de fin d'année. Toujours dans cet esprit de Noël, le chemin des crèches proposait dernièrement un moment convivial avec les élèves de la Principauté qui ont entonné quelques chants de Noël, mais aussi joué un spectacle très original sur la nativité. Pour rappel, le chemin des crèches qui fête ses 10 ans cette année vous accompagne tout au long de la rampe Major jusqu'au Palais Princier, à découvrir jusqu'au 8 janvier prochain. Avec l'approche de l'hiver, les microbes font leur retour. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est par exemple la première touchée par l'épidémie de grippe. Pour faire le point, nous avons contacté le médecin généraliste Thomas Kilian. Il est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Alors quels sont ces fameux virus de l'hiver ? Pas de grandes nouveautés cette année, on retrouve comme l'année dernière, bien sûr de la Covid, la grippe qui commence à arriver. Du VRS, ce virus respiratoire syncytial, le fameux virus responsable des bronchiolites chez les enfants, mais qui malheureusement peut toucher également les adultes. Celui-ci est là déjà depuis quelques semaines, on est déjà en seuil d'épidémie sur le VRS. Pour l'instant, le taux de VRS est plus faible que l'année précédente, mais on voit quand même des courbes ascendantes, donc on s'attend à une majoration. On a comme toujours bien sûr des entérovirus responsables des fameuses gastroentérites. Actuellement, l'activité autour de ce virus reste quand même modérée, donc nous avons des cas de gastroentérite, mais ça reste des cas quand même relativement sporadiques. Et les classiques rhinovirus responsables de ces rhumes, donc de ces petites rhinopharyngites virales qu'on retrouve comme chaque année systématiquement. On est actuellement dans la période. Vous l'avez dit, le Covid-19 est un virus qui circule toujours. Vous avez encore des cas de patients qui viennent dans votre cabinet avec les symptômes ? Le virus de la Covid-19 n'a pas cessé de circuler, donc fort heureusement nous sommes dans une diminution du nombre de cas depuis maintenant plus d'une année et demie, mais nous avons de la Covid-19 toute l'année, alors des cas très éparses pendant les périodes estivales. Là nous avons une réascension quand même depuis plusieurs semaines avec des indicateurs épidémiologiques à la hausse petit à petit. Moi j'observe quand même en moyenne entre 2, 3 voire 4 cas par jour depuis quelques semaines. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, donc plus que jamais, restez prudents. Et justement, docteur, quels sont ces gestes barrières à respecter ? Ces virus sont des virus à transmission directe, donc des transmissions aériennes. Elles peuvent être également manuportées, d'où l'importance de l'utilisation du lavage des mains, des gels hydroalcooliques, mais surtout de limiter les contacts immédiats. Je le rappelle, nous pouvons être contagieux à la Covid-19 jusqu'à 48 heures avant les premiers symptômes, donc limiter un maximum les contacts, les embrassades. Essayez d'éviter de se faire la bise. Si on a le moindre symptôme, bien évidemment, portez un masque pour éviter une contamination. En cas d'éternuement, pensez bien sûr à éternuer ou tousser dans votre manche ou protéger le risque de transmission de la gouttelette. Ça, c'est également un point très important. Docteur, on confond toujours la Covid-19
et la grippe, parce que les symptômes peuvent paraître similaires. Comment les différencier ? Il y a, comme vous le savez, beaucoup de variants différents de la Covid. Donc, on peut avoir déjà plusieurs formes de Covid, avec dans certains cas de fortes fièvres, mais pas systématiquement. Dans certains cas de la toux, mais pas systématiquement. Dans la grippe, on va avoir un peu plus classiquement des températures qui peuvent être assez hautes dès le début des symptômes. Donc, on peut dépasser les 39, 39,5, voire 40 degrés Celsius. Souvent de fortes courbatures et des douleurs musculaires, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut avoir des grippes atténuées qui peuvent ressembler à des Covid atténués également. Donc, le seul moyen de faire réellement la différence, c'est de faire un test. Et mettre un mot sur nos mots nous permet aussi donc de protéger nos proches. Le gouvernement princier a rappelé qu'il était toujours possible de se faire vacciner contre la Covid et ou la grippe saisonnière. C'est fortement conseillé, recommandé ? Oui, bien sûr, plus que jamais. Nous rentrons donc dans le début là, de l'épidémie grippale. La région PACA est donc la première à avoir passé le seuil épidémique cette année en France. Nous avons d'autres régions qui sont en seuil pré-épidémique, mais bien sûr, les choses vont évoluer très rapidement, malheureusement, probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, nous allons faire face à un nombre de cas de grippe qui, pour l'instant, est plus modéré à la même période que l'année dernière, mais malgré tout, qui est en nette ascension. Donc, il est encore temps et il est extrêmement important de se vacciner. De la même manière pour la Covid, avec l'ascension des cas, j'encourage bien sûr les patients à se vacciner. Alors principalement les patients âgés de plus de 65 ans. Dernière question, docteur. Et là, j'anticipe le week-end qui arrive. Les fêtes de fin d'année sont réputées pour des festins gourmands avec les spécialités de Noël que l'on connaît tous. On a rarement l'habitude de manger autant. Comment éviter la crise de foie ? Il est déjà important de manger lentement, de mastiquer tranquillement. Ça va permettre d'activer la satiété, ça va permettre de manger moins en quantité, ça va permettre de donner moins de travail également à nos autres organes, puisque si nous avons fait une prédigestion dans la bouche, ce sera moins d'acide chlorhydrique, ce sera moins de sel biliaire mobilisé par le foie. Pendant la période des fêtes, nous avons beaucoup de graisses saturées, entre le foie gras, entre le fromage, entre les viandes en sauce, entre les viandes grasses et les viandes riches. Donc notre corps va devoir s'adapter finalement à une alimentation dont il n'a pas forcément l'habitude. Les micro-organismes de notre intestin participent à la digestion et nos probiotiques s'adaptent plus ou moins à ce qu'on mange. Donc il peut être intéressant par exemple de faire des cures de probiotiques dès à présent pour préparer un petit peu sa flore intestinale. Il est également extrêmement important de respecter une autre règle de bon sens, la modération. Si vous devez manger des aliments un petit peu plus gras, un peu plus riches, consommez-les en petite quantité. Gardons des fibres dans notre alimentation. Donc avec le plateau de fromage, on peut associer une bonne salade. Avec la viande en sauce, on peut associer des haricots verts plutôt que des frites. Eh bien merci docteur pour ces conseils qui, j'en suis sûre, seront précieux pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup Thomas Kilian. Avec grand plaisir Émilie, je vous souhaite une belle soirée. Des protections périodiques bio sont désormais gratuites au collège et lycée FANB. Un moyen pour les jeunes filles d'avoir accès librement à ces protections, mais aussi de briser le tabou autour des menstruations. Cette opération baptisée Monarègle est menée par l'association Chicane-Icane. Émilie Terrasson et Lionel Bernardi vous en disent plus dans ce reportage. Bio, gratuite et en libre service, les protections périodiques ont été installées au collège et lycée FANB. Avec plus de 750 élèves, dont la moitié qui sont des filles, l'initiative Monarègle de l'association Chicane-Icane est appréciée. Depuis l'année dernière, les délégués des élèves de lycée émettaient le souhait, si vous voulez, de mettre à disposition justement des protections périodiques. Et effectivement, ça m'avait un petit peu, je m'étais dit, il va falloir peut-être faire quelque chose. Et cette année, quand l'association Chicane-Icane est venue nous rejoindre en nous disant, est-ce que vous ne voudriez pas mettre à disposition et que vous acceptiez de mettre à disposition ce genre de protection et donc d'installer, on va dire, des distributeurs, j'ai dit, effectivement, là, nous allions répondre aux souhaits émis par les élèves de lycée et de collège. La délégation interministérielle des droits des femmes, effectivement, en association avec l'association Chicane-Icane, nous a donné cette possibilité. Depuis les vacances de la Toussaint, les élèves de la 6e à la terminale qui en ont besoin peuvent venir se servir directement dans les toilettes des filles. Dans la boîte se trouvent des serviettes et tampons avec et sans applicateur, de quoi convenir à toutes. C'est très bien et c'est bien de les mettre dans toutes les toilettes parce que parfois on ne sait pas quand on a besoin et c'est très utile. C'est très utile. Effectivement, comme vous le savez toutes, ça peut arriver à n'importe quel moment.
Donc c'est super d'avoir ce dispositif sous la main. Puis il y a bien sûr différentes protections. Donc c'est très, très pratique. L'association s'est occupée de la pose du dispositif et fournit à l'établissement les protections pour que toutes les étudiantes d'FANB puissent y avoir accès. Dans le reste de l'actualité, en bref, la banque Edmond de Rothschild Monaco a remis un chèque de 200 000 € à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cette somme correspond à un engagement pris par l'établissement en mai dernier. Il avait alors lancé une opération de levée de fonds baptisée « Investir et contribuer à un monde meilleur ». La banque a ainsi proposé à ses clients une solution d'investissement dont le montant total des frais de courtage serait transféré à la Fondation. 170 000 € ont été récoltés. La banque a, elle, fait une donation de 30 000 €. Coup de projecteur à présent sur un tout nouveau magazine disponible dès à présent en kiosque. Il s'appelle The Monégasque et le numéro inaugural a été présenté officiellement mardi soir lors d'une soirée privée à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. Le reportage de Fabien Bonilla et Hugo Comasa. C'est un trimestriel baptisé sobrement The Monégasque. Ce nouveau magazine a été créé par l'ancien PDG et éditeur de Forbes Monaco. The Monégasque paraîtra en langue anglaise. Il propose d'offrir une perspective sophistiquée sur la haute société. Le premier numéro propose des articles écrits par des célébrités tels que l'ancien boxeur Evander Holyfield, le frère de Michael Jackson, Jermaine Jackson, ou encore des membres de diverses familles royales européennes, comme par exemple le prince Michel de Yougoslavie ou le prince Félix du Luxembourg. On a commencé à avoir un peu de collaborateurs, un ou deux de renom, et après, à la fin, nous sommes avec 10 collaborateurs qui ont écrit, qui sont tous, j'invite tout le monde à prendre un magazine et regarder, et qui sont partie de notre communauté, qui ou habitent ici ou ont quelques liens avec Monaco et qui ont quelque chose à raconter. Donc le concept du magazine, c'était un peu qu'on a aperçu dans l'époque de l'expérience de Forbes, c'était avoir quelque chose qui parlait exactement de notre communauté, de notre vie à Monaco. Et j'ai eu l'idée de créer les noms. Il y a le Parisien, il y a le New Yorker, il y a beaucoup de noms avec des villes. Je dis pourquoi pas les Monégasques. Et le nom, c'est un nom très fort. Donc à partir du nom, on a commencé à évoluer. Et nous sommes là. Nous sommes très heureux de lancer ça. Après la présentation officielle de ce nouveau magazine à la collection de voitures du Prince mercredi soir, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous le procurer dans les kiosques de la Principauté dès vendredi au prix de 9 €. Le reportage qui va suivre va sûrement plaire aux amateurs de plaisir sucré. Nous vous emmenons ce soir à la rencontre de 2 créateurs pâtissiers. Carolina Cake réalise du cake design, autrement dit de la personnalisation de gâteaux sur demande. Prince Tea, elle, est une institution présente en Principauté depuis plus de 40 ans et ne cesse de se réinventer. Un amour pour la cuisine sucrée qu'ils ont en commun. Émilie Terrasson, Olivier Bonello et Hugo Comasa sont allés à leur rencontre. Les cookies, les cupcakes ou encore les sablés sont au cœur de nos tables de Noël. Toute l'année, Carolina Barbier et son mari Kevin ont à cœur de créer des pâtisseries aussi gourmandes que belles. La pâtisserie, c'est une passion avant tout et c'est une reconversion aussi. J'ai été assistante de direction pendant plus de 10 ans et je me suis lancée dans la pâtisserie au tout début pour faire des gâteaux à ma maman qui était atteinte d'une maladie, d'un cancer, et j'ai voulu pouvoir lui faire la seule chose qui passait en période de soins et je suis tombée dedans. Donc c'est une histoire d'amour en plus liée à quelque chose de fort pour moi. En plus des portions individuelles, Caroline est aussi cake designer. Autrement dit, elle confectionne des gâteaux personnalisés entièrement faits à la main. Le cake design est souvent associé à quelque chose de lourd, de beau, mais de pas bon. Je me suis employée à tout refranciser. Toutes les recettes sont vraiment travaillées sur des bases de pâtisserie française. On n'est pas du tout dans le goût anglo-saxon. Et la pâtisserie est vraiment travaillée qu'avec des ganaches montées, des choses très légères, aériennes. C'est donc pour ça que nos gâteaux se gardent au frais. À quelques pas de là, boulevard Princesse Charlotte, Princess Tea, institution depuis une 40aine d'années, continue de faire rêver les papilles des gourmands avec des recettes traditionnelles. On fait beaucoup de gâteaux parce que c'est quand même un produit qui est très demandé. On fait du chocolat et aussi pas mal de salé. Pour le midi, entre midi et 2, on a une clientèle qui travaille dans les bureaux et qui vient se restaurer rapidement ici. Des chocolats et autres sucreries ornent leurs vitrines décorées sur le thème de Noël. Ici, les commandes et la restauration sur place sont également possibles.
On essaye de se diversifier puis de renouveler notre offre. On ne propose pas toujours les mêmes produits, on change avec les saisons pour que les clients qui viennent puissent trouver des choses différentes. Pas toutes les semaines, mais enfin assez régulièrement, on propose des nouveaux gâteaux. Que ce soit depuis des dizaines d'années ou depuis 4 ans, ces 2 adresses partagent leur amour de la pâtisserie avec tous leurs clients. En basket, Jordan Lloyd a été suspendu 4 matchs par la commission de discipline de la LNB. L'arrière monégasque a été sanctionné pour ce geste sur Gauthier Denis lors de la rencontre à domicile face à Paris. Jordan Lloyd, actuellement écarté des parquets pour une gêne au dos, a déjà purgé 2 matchs. Il manquera également le déplacement à Levallois le 26 décembre, mais surtout le choc contre l'Asvel le 6 février, où il devrait être cette fois-ci opérationnel. On reste dans le sport avec une vision plus aérienne de l'activité physique. Le photographe Édouard Salmon a parcouru la France pour faire découvrir le sport d'une manière totalement inédite, avec des clichés pris avec un drone. Ces photos, il a voulu les partager dans un ouvrage, Le sport vu du ciel, qui avait d'ailleurs été nommé dans la catégorie meilleur livre au dernier Sportel Awards à Monaco. Édouard Salmon est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Un mot tout d'abord sur le titre de votre ouvrage. On y décèle un clin d'œil à Yann Arthus Bertrand. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne me trompez pas, c'est exactement le cas. C'était un clin d'œil à son travail, c'est un pionnier de la photo aérienne. Et son ouvrage La Terre du ciel est un livre qui m'a beaucoup inspiré et qui est mondialement reconnu. Et donc, automatiquement, c'est une de mes inspirations dans mon travail de photographe aérien, forcément. Il signe d'ailleurs quelques lignes en ouverture de votre livre. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai réussi à avoir un entretien avec lui, donc c'était assez exceptionnel de pouvoir avoir son regard sur mon travail. Et justement, il a partagé avec moi un petit peu le rapport qu'il avait au sport et particulièrement à la photo aérienne de sport, qui est pas quelque chose qu'on voit forcément tous les jours, et c'est pas forcément quelque chose qui ressort de son travail principalement, mais c'est quelque chose qu'il a toujours sur lequel il a toujours travaillé, donc c'était vachement intéressant et vachement valorisant de pouvoir avoir son avis là-dessus. Le sport vu du ciel, c'est donc le titre de votre livre paru aux éditions Amphore. Comment vous est venue l'idée de proposer une autre vision de voir le sport? Eh bien, en fait, assez simplement, il y a quelques années, j'ai commencé à faire de la photographie aérienne, donc par drone, et très rapidement, par le biais de quelques sessions photo avec des amis ou de la famille sur du surf, je me suis intéressé en fait à ce domaine-là, et j'ai trouvé qu'il y avait justement une vision qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment avec les photos de surf. On avait l'habitude de voir des photos prises depuis la plage, des surfeurs sur les vagues, mais on voyait rarement en fait les surfeurs venus du haut. Et avec cette prise de vue vraiment à la verticale et avec la lumière qu'il y avait sur la plage, les ombres portées des surfeurs, ça donnait une image très graphique, très intéressante et assez unique. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un autre sport que j'aime beaucoup, qui est le basketball. Et donc, quand j'ai eu déjà ces 2 sports-là, surf et basketball, je me suis dit, là, voilà, je tiens peut-être quelque chose d'assez intéressant et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, j'ai petit à petit continué à pousser ça en photographiant un peu d'équitation, un peu de golf, par-ci, par-là. Et puis, quand j'ai eu quand j'ai eu un petit portfolio assez intéressant de ces images-là, j'ai proposé ça donc aux maisons d'édition Amphora, qui du coup était ravi de pouvoir avoir justement un nouvel angle sur le sport et proposer un ouvrage qui était assez unique. Et donc ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord, j'ai poursuivi mon travail et là j'ai enchaîné les séances photos avec différents sportifs de différents sports, différentes pratiques pour avoir un livre assez varié. Ouais, la langue, c'est vraiment le sport par le paysage, le sport et le lieu qui l'entoure. Exactement, c'est ça. Le but, c'était de montrer donc le sport et le sportif, mais aussi voilà tout ce qui entoure les terrains de sport, d'avoir cette vision un peu plus globale, de montrer à quel point le sport est ancré dans notre société, qu'on peut le pratiquer en zone urbaine, en zone rurale, qu'il y a des terrains de sport, mais qu'il y a aussi des endroits de la nature qui ne sont pas des terrains de sport, mais qui permettent de pratiquer le sport. Et c'était vraiment ça aussi qui était le but de la démarche, c'était de montrer à quel point on pouvait avoir ces images variées, graphiques, colorées de tous les théâtres de sport qu'on a en France. Vous jouez aussi un petit peu avec les ombres, c'est assez saisissant. Hein. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est un parti pris aussi. C'est un petit peu ce qui fait la signature de mon style photo. Comme je fais que des prises de vue à la verticale, ça écrase un petit peu les perspectives, en fait. Et donc, du coup,
on distingue pas forcément les sportifs puisque on va voir en fait le haut de leur tête, leurs épaules, un peu leurs bras, et donc en fait le mouvement du sportif est projeté grâce aux ombres. Donc c'était assez intéressant, mais aussi assez compliqué de pouvoir toujours avoir la bonne condition de lumière pour avoir des ombres qui sont identifiables et qui permettent d'avoir justement une vision de ce mouvement, de figer le mouvement du sportif et qu'on puisse vraiment se représenter quel sport il s'agit, mais aussi des fois d'avoir une petite part d'imaginaire où quand l'ombre est un peu étirée, elle ressemble pas forcément à ce qu'on peut imaginer, à ce qu'on peut voir d'habitude. J'ai une photo d'un guerrier Maasai, non, justement d'un surfeur qui attend au bord de l'eau, et en fait son ombre projetée donne l'impression qu'on a un guerrier Maasai. Enfin, c'est en tout cas les ressentis qui en sortent quand les gens voient cette image. Et donc, je trouvais ça vachement intéressant d'avoir des fois des mouvements très identifiables, comme du tennis par exemple, et d'avoir aussi des fois une ombre un peu plus étirée et de laisser un petit peu d'imaginaire, un petit peu de rêve, de poésie sur la photo de sport. Toutes les photos ont été prises en France. Comment vous avez organisé justement ces différentes prises de vue? Alors oui, tout a été pris en France. Il y a beaucoup d'images qui ont été prises autour de là où j'habite, un petit peu dans l'ensemble de la France, on avait Poitiers. Et puis, je me suis rapproché de différents clubs. J'ai fait beaucoup de repérages sur Google Earth et Google Maps pour trouver des terrains un petit peu colorés, des lieux qui changent un peu de l'ordinaire, des terrains de basket roses, comme on peut voir dans le livre, ou d'autres couleurs. Et donc, à chaque fois que j'ai organisé un déplacement, je me suis rapproché de clubs de sport ou de sportifs pour savoir si ça allait m'intéresser d'être photographié pour ce projet-là. Alors, tous m'ont toujours répondu positivement. Tout le monde était ravi de me faire partie un petit peu de ce projet un peu différent. Et donc, voilà. Donc, quand je repérais un endroit qui valait le coup vu du ciel, j'essayais aussi de rentabiliser en gros le déplacement et de trouver d'autres endroits autour qui serait intéressant avec d'autres pratiques sportives. Et votre travail est donc à découvrir dans cet ouvrage Le sport vu du ciel aux éditions Amphora. Une bonne idée cadeau de Noël d'ailleurs pour les retardataires. Merci beaucoup Édouard Salmon d'avoir été notre invité. Merci à vous. Vous le savez, régulièrement sur notre antenne, nous mettons en valeur les artisans, les commerçants, les restaurateurs qui participent au rayonnement de la principauté. Ils sont ceux qui font Monaco. Christine Datomel, on vous retrouve ce soir non loin des locaux de Monaco Info, devant un établissement que les habitués reconnaîtront. Oui, et aujourd'hui, c'est l'histoire d'une institution à Monaco que nous avons choisi de vous raconter, l'histoire du Quai des Artistes, un établissement qui a changé de propriétaire il y a seulement quelques mois de cela. Alors vous allez voir, si aujourd'hui le Quai des Artistes se modernise, il garde son esprit d'antan. Alors moi j'habite Monaco depuis très peu de temps, depuis 2019. J'ai d'autres restaurants dans lesquels je suis actif également, dans d'autres villes, Saint-Tropez, Megève, Courchevel et Saint-Barth. Et je me dis, j'habite ici, il me faut un restaurant. Et j'adore la brasserie. Et je me suis dit, finalement, il y a très peu de brasseries à Monaco, mais de vraies brasseries authentiques. Et je me dis, je vais reprendre cette institution qui est authentique. Et puis on va l'améliorer, mais on va rester l'esprit vraiment brasserie et surtout la cantine des Monégasques. Le Quai des Artistes date depuis 1999 exactement. Et c'est deux associés qui avaient créé ce restaurant qui était un endroit où il y avait des artistes qui avaient des studios, enfin on peut appeler ça ou des ateliers plutôt, qui avaient été attribués par le prince Régnier à l'époque. Et ici, ça servait de cantine en fait pour les artistes. On a refait toute la décoration, comme vous avez pu le remarquer, donner un côté un peu plus jeune, un peu plus quand même. Bon, on est au bord de la mer, donc un côté un peu plus clair aussi, un peu plus dans les tons bleus. Un peu l'idée de la coupole à Paris, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et on a également changé pas mal de choses sur la carte. J'ai un de mes chefs qui travaillait dans mon groupe, qui a travaillé au café à Saint-Tropez, qui a travaillé à Courchevel à la ferme Saint-Amour, qui a travaillé avec Éric Fréchon. Et donc on a changé quelques plats, mais toujours de brasserie. Donc il y a toujours l'andouillette, il y a le foie de veau, il y a le tartare, évidemment préparé au couteau devant les clients, ce qui est aussi intéressant. On a fait le baba au rhum, on a fait le soufflé, vraiment que des plats de brasserie. Rien ne changera, ça restera la brasserie française, traditionnelle. On va faire des riz de veau, on va faire beaucoup de choses encore, blanquette de veau et d'autres choses encore, toujours dans la brasserie. La cuisine de grand-mère. La cuisine de grand-mère. Alors tout est fait ici, tout est préparé ici. Nous avons nos propres pâtissiers, donc c'est la pâtisserie qui est faite également ici. Parce que je tiens vraiment à ce qu'on retrouve les produits d'abord locaux, le plus possible locaux, puisque je pense que la proximité c'est quand même
je dirais, nettement supérieur au bio, c'est-à-dire que tout ce qui est fait dans la région, qui ne voyage pas, qui est préparé toujours frais dans la brasserie. Et si le décor a changé, les acteurs sont toujours les mêmes. La brigade est restée intacte. Vous l'aurez compris, le Quai des Artistes gardera toute son âme. À l'occasion du lancement des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, le comité avait organisé un concours de décoration des vitrines. Les grands gagnants ont été récompensés dernièrement en la résidence du ministre d'État. Pierre Dartout a ainsi salué le travail des lauréats en leur remettant des prix prestigieux offerts par la Société des Bains de Mer. Les grands gagnants sont la pharmacie du Rocher, le Paracétou, enseigne de souvenirs située à Monacoville, et le salon Espace Beauté du boulevard des Moulins. Bravo à eux. C'est l'un des grands événements artistiques de cette fin d'année en principauté. Les ballets de Monte-Carlo présentent jusqu'au 23 décembre la valse de Balanchine et l'enfant et les sortilèges de Jean-Christophe Maillot. 2 œuvres en hommage au prince Régnier III. José Sacré a assisté à la Générale hier. Voyez son reportage. Dans le cadre des célébrations du centenaire du prince Régnier III, Jean-Christophe Maillot propose sa nouvelle création « L'enfant et les sortilèges », musique de Ravel. En première partie de cette pièce, les ballets de Monte-Carlo donnent la valse, musique de Ravel, chorégraphie de Balanchine. Je sais que le prince Régnier aimait profondément cette musique. Je sais aussi qu'il aimait beaucoup, ainsi que la princesse Grace, cette chorégraphie de Balanchine qui avait été présentée à Monaco en 1969, je crois, sur la place du Palais avec le New York City Ballet, et que c'était une manière pour moi à la fois de lui rendre hommage, au siècle passé, et de situer la danse à Monaco au travers de Balanchine, de cette relation privilégiée qu'il a toujours eue avec Monte-Carlo. Et donc en présentant cette pièce à nouveau, c'est une manière pour moi de dire voilà d'où on est parti, et peut-être voici aussi ce qu'était la danse en 1951, à la date où cette pièce a été créée. Créé à Monte-Carlo en 1925, musique de Ravel sur un livret de Colette dont on célèbre cette année les 150 ans, L'enfant et les sortilèges était une des œuvres favorites du prince Régnier III. Qu'il aimait profondément la musique de l'enfant et les sortilèges, que c'était quelque chose qui le touchait beaucoup. J'avais fait ce ballet en 1992 et c'est à ce moment-là, lorsque je créais cette pièce, que la princesse Caroline m'a proposé de prendre la direction de la compagnie. Donc j'ai envie de dire que c'est aussi une grande partie de ma vie, puisque ça fait 30 ans que j'ai le bonheur d'être ici. Et donc je sais que le prince Régnier, sans aucun doute, serait heureux d'avoir en tout cas ces 2 œuvres musicales dans cette soirée. Et l'enfant et les sortilèges, je sais qu'il avait apprécié ce spectacle et j'avais envie, en son hommage, de le refaire complètement. Peut-être aussi pour signifier qu'on avait passé un siècle depuis. Et qu'il était intéressant de voir comment on pouvait complètement repenser une œuvre 30 ans après, en oubliant tout ce qu'on avait fait en partie, et qu'il y a quelques petits détails qui restent. Et j'ai injecté à l'intérieur un petit clin d'œil pour le prince Régnier que les gens découvriront le soir du spectacle. L'enfant méchant a déchiré notre... Avec cette nouvelle création, Jean-Christophe Maillot exploite tout le potentiel narratif de cette comédie musicale avant l'heure, imaginée par Ravel. 21 tableaux s'enchaînent pour narrer les aventures d'un enfant capricieux qui voit les objets et les animaux qu'il maltraite prendre vie et se venger. Sur la scène de la salle des princes du Grimaldi Forum, plus de 200 artistes sont réunis pour rendre hommage au prince Régnier III. Oui, ça me semblait essentiel qu'on puisse réunir autour d'un spectacle toutes les forces vives musicales, en tout cas institutionnelles de Monaco, pour lui rendre hommage. Donc l'Orchestre Philharmonique, bien sûr, sous la direction de David Mollard-Soriano, le chœur de l'opéra, l'opéra au travers de Cecilia Bartoli, qui a eu cette merveilleuse initiative, et je l'en remercie profondément, au travers de ces académies lyriques qu'elle a créées, de
provoqué la rencontre avec 13 jeunes chanteurs qui vont pour la première fois avoir l'occasion de faire un spectacle lyrique, mais en plus avec les danseurs. Donc ce sont de jeunes artistes qui sont en devenir et donc ils sont merveilleux d'ailleurs. Et puis le chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3 qui sont super vivants, qui jouent aussi leur rôle important dans le spectacle. Et il y a même des danseurs de l'Académie Princesse Grace qui vont venir nous soutenir sur la valse parce qu'il nous fallait un nombre de danseurs très important. Et voilà, donc je pense que tout le monde est présent, tout le monde est là et je pense que c'est une belle manière de dire d'abord que l'art vivant et la musique, la danse sont merveilleusement représentés en principauté et de les avoir tous ce soir. Il va y avoir plus de 250 personnes sur scène ou hors scène. C'est vraiment un moment que je trouve assez exceptionnel et assez magique. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil à vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel. Quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Un temps mitigé pour jeudi. Le ciel se partagera entre le gris et le bleu. Les températures seront fraîches. Les maximales atteindront seulement les 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 16h57. Demain, nous fêterons les pierres. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. On referme ce journal comme nous l'avons débuté, avec l'esprit de Noël qui règne en principauté. Stéphane Dana met en valeur ce soir les illuminations sur la place du Casino qui émerveillent petits et grands. Excellente soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.